Bonjour. Donc je vais vous parler d'un travail que nous avons réalisé ces dernières années. Je vais vous rendre compte donc des réflexions suscitées par deux expériences que nous avons conduites dans les quartiers d'habitat social du Grand Mirail, qui ont consisté à mobiliser les récits des habitants des grands ensembles de l'Ouest toulousain, quartiers regroupés sous le sigle Grand Projet de Ville du Grand Mirail. Et je vais essayer de vous faire partager un certain nombre de réflexions suscitées par cette expérience. À quoi peut servir de mobiliser le récit des habitants, la narration des habitants, et puis quelles précautions faut-il prendre quand on sollicite font la mémoire d'habitants ou d'usagers. Alors, pour démarrer mon propos, je vais partir du statut et de la représentation sociale de ces quartiers, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel lieu dans la ville et que ce que je vais dire est à recontextualiser de deux manières. D'abord, je crois qu'il faut souligner que les discours savants qui sont produits sur ces quartiers populaires ont souvent consisté à construire une sorte d'archétype de la trajectoire des grands ensembles d'habitat social qui vaudrait indépendamment ou presque du contexte local dans lequel ils sont insérés. C'est-à-dire, on fait au fond comme si ces grands ensembles n'avaient pas d'histoire, comme si simplement ils appartenaient à une catégorie de l'espace urbain qui est le grand ensemble. Alors certes, ils ont répondu aux besoins de relogement dans l'après-guerre, suite à l'afflux dans les villes d'une main-d'œuvre venant s'embaucher dans l'industrie. Certes, ils ont bien incarné l'accès aux standards de confort. Et certes, ils ont bien, à partir du milieu des années 70, connu pour un grand nombre d'entre eux une spirale de la disqualification sociale qui a conduit au constat que l'on fait souvent à leur propos aujourd'hui d'une progressive ghettoisation. Donc on peut effectivement, dans la ville, approcher ces quartiers à partir de cet archétype construit, entre autres, par les discours savants, mais aussi cristallisé probablement par les politiques publiques qui, en les érigeant en un problème, une question à résoudre, ont largement contribué à focaliser la figure du quartier en difficulté, du quartier ghetto. Au final, on est donc bien dans la ville, face à une représentation de ces quartiers conçus comme des quartiers repoussoirs, des quartiers à la mauvaise réputation, des quartiers de relégation, images, représentations largement entretenues par les médias qui circulent et qui ont donc justifié récemment que l'on puisse, dans le cadre d'une loi dite de rénovation urbaine, envisager tout simplement de les démolir, comme si au fond leur destin ultime ou l'aboutissement de cette non-histoire, d'une certaine manière, était leur disparition. Cette démolition, elle repose sur un vrai consensus politique et généralement on démolit au nom de l'intérêt général, mais aussi au nom de l'intérêt des habitants eux-mêmes, comme si les habitants de ces quartiers n'avaient d'autre demande que la démolition d'un cadre de vie qu'ils vivraient mal et dans lequel ils seraient mal. Alors, ce constat, il est assez étonnant aujourd'hui dans la ville, là où, partout ailleurs dans la ville, en dehors de ces quartiers, on fait plutôt le constat plutôt de l'extrême difficulté à démolir, à transformer la ville. On observe que transformer la ville, la toucher, suscite plutôt de vives oppositions, de très fortes mobilisations, et on observe généralement des attitudes plutôt conservatoires des habitants. On est là donc sur un cas de figure particulier où on peut s'autoriser aujourd'hui à démolir très largement
apparemment avec l'assentiment des habitants, en tout cas avec l'assentiment de la société urbaine dans son ensemble, et on fait comme si là était le désir des habitants. Alors on pourrait dire, à minima au moins, on pourrait s'interroger sur ce qu'est la demande des habitants, sur leur avis, et donc les consulter. On constate en effet aujourd'hui que l'organisation de la ville, son aménagement, ne peut se faire sans prendre en compte le point de vue des habitants et des usagers, et que cette exigence monte au fur et à mesure où les sociétés se démocratisent. On serait là donc dans une partie de la ville qui fonctionnerait selon d'autres logiques. Dans ces quartiers, l'on pourrait donc faire pour les habitants, améliorer leurs conditions de vie, s'en faire avec, parce que l'on saurait ce qu'ils veulent. Donc on fait comme si l'on savait. Et on fait comme si ils ne pouvaient vouloir que la disparition de ces quartiers, à ce point disqualifiés, tant par le discours de sens commun que par les politiques publiques. Alors, il est vrai que la représentation sociale qui s'est construite à propos de ces quartiers, l'image qui leur est attachée, pèse d'un grand poids sur l'identité sociale des habitants. On peut dire que cette image fonctionne comme un véritable stigmate. De très nombreux travaux de chercheurs ont montré la force des discriminations, par exemple dans l'accès à l'emploi, du fait de l'adresse. On préjuge donc d'autant plus de la demande des habitants que les politiques publiques ont inscrit les habitants dans un rôle social, les ont assignés à un rôle. Ces habitants sont plutôt, en tout cas c'est ainsi qu'on se les représente, pauvres, précarisés, issus pour partie de l'immigration, et ils sont donc inscrits dans leur rapport avec les institutions, dans leur rapport avec les élus, dans la plainte et dans l'assistance. Il faut donc les aider, il faut faire pour eux. Parfois, au nom de l'injonction à la participation, il faut faire avec eux. Chercheurs, nous connaissons bien les effets redoutables de ces assignations. Un habitant du Grand Mirail, aujourd'hui, dès lors qu'il est interrogé sur sa vie dans un des quartiers du Grand Mirail, qu'il soit interrogé par un élu, par un technicien, par un représentant des médias, aura tendance à produire sur son cadre de vie, sur son quartier, eh bien, le discours attendu par son interlocuteur, à savoir celui d'un lieu où il souffre, où il vit mal, c'est-à-dire à renvoyer à son interlocuteur le discours de la dévalorisation. La démolition se fait donc non seulement au nom de l'intérêt général, faire disparaître les ghettos, mais donc au nom de l'intérêt même des habitants. On comprendra donc l'intérêt qu'il peut y avoir, dans ce contexte particulier, à faire surgir la parole des habitants, leur discours. Que disent-ils de ce qu'ils vivent au quotidien dans ces quartiers de mauvaise réputation? Nous avons donc travaillé à cela et de deux manières. Alors d'abord, pour mémoire, nous avions, il y a quelques années, fait un travail d'observation très fine des pratiques, des usages des espaces publics, par exemple, avec des relevés minutieux, des traces, des empreintes, des comportements, des agrégations à toute heure du jour et de la nuit dans les lieux publics où se retrouvent les habitants, où ils passent, dans les lieux qu'ils traversent, en essayant d'observer les usages qu'ils créent, y compris là où ces usages n'étaient pas prévus. Nous avons par exemple identifié les parcours que dessinent à pied les habitants de ces quartiers, à côté des cheminements piétons prévus à cet effet. Tout cela pour dire que les habitants ont une capacité à interpréter l'espace, à se l'approprier, à dessiner des usages, et qu'on peut réfléchir dans la production de la ville à la manière dont on pourrait prendre en compte ces usages, dont on pourrait, à partir de l'observation de ces traces, en tenir compte. Ce premier travail nous avait conduit à construire une base, un système d'information géographique, une cartographie, et nous savons aujourd'hui que dans les réflexions qui ont été menées sur la transformation des espaces publics, eh bien, il a été tenu compte de ces traces.